Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible. La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal?
Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux. Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes, mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir? C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient. Tu es allongé sur l'herbe, à regarder le ciel bleu, profitant du chant des oiseaux et des rayons du soleil. Tu regardes des nuages de formes différentes s'élever lentement, très haut dans les airs. Soudain, tu entends un grondement lointain. Tu remarques alors un gigantesque nuage devant toi. Mais ce n'est pas tant sa taille qui t'effraie, c'est sa forme. Ce n'est pas forcément un mauvais présage. En fait, ce n'est même pas un nuage. Il y a quelques années, un énorme crâne s'est formé à partir d'une épaisse fumée au-dessus du Vésuve en Italie. C'est le même volcan qui a détruit la ville de Pompéi il y a bien longtemps. Bien sûr, à ce moment, beaucoup de gens ont eu peur que le volcan n'entre à nouveau en éruption. Mais, heureusement, il est toujours plongé dans un profond sommeil. Ce n'est qu'un feu de forêt qui a créé ce nuage en forme de crâne. Mais certains habitants pensaient que ce feu avait été allumé volontairement. Ce ne serait pas la première fois. Centralia, Pennsylvanie. Population, regarde par toi-même.
C'est effrayant. Des arbres dénudés, pas d'animaux, pas de gens. Tous les bâtiments sont vides. Les routes sont crevassées et jonchées de gravier. Pas de voitures non plus. De la fumée partout. Cette ville brûle depuis plus de 50 ans. Centralia était une ville minière. Ses habitants ont commencé à utiliser une mine de charbon abandonnée comme décharge, puis, d'après de nombreuses sources, la ville a décidé d'y mettre le feu. Ce plan a été un véritable fiasco. Voyons ce qui a pu se passer ici. Le feu de détritus s'est infiltré jusque dans les galeries de la mine. Il a enflammé le charbon qui s'y trouvait et depuis, il brûle en permanence. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté et on a dû fermer les autres mines environnantes par sécurité. Personne n'a pu arrêter ce feu et cet incendie souterrain s'est propagé sous toute la ville. Les routes ont commencé à chauffer, le sol s'est ameubli et les rues se sont lentement remplies de fumée et de brouillard. En 2017, il n'y avait plus que 5 habitants. Bienvenue au lac Abraham du Canada. Il est complètement gelé. Si tu essayes de voir ce qui se trouve sous la glace, tu ne verras aucun poisson. Juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages pris dans la glace ou à des méduses qui auraient oublié de mettre leur doudoune. Ces milliers de bulles sont composées de méthane. Mais ne tente pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est inflammable. Il est créé par des bactéries qui décomposent les feuilles, l'herbe, les insectes et d'autres substances organiques qui se trouvent dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il forme de petites boules gelées. Et quand la glace fond, elles éclatent en grésillant. On trouve des lacs similaires près de certaines côtes de l'océan Arctique. Ici, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Joli, mais dangereux. Notre prochain lac se trouve en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un grand volcan recouvert par l'herbe et les arbres. Il semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu décides de grimper au sommet. Épuisé, en sueur, tu y arrives et tu regardes dans le cratère. Pas de lave en ébullition, mais un magnifique lac turquoise. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours vers le bas et t'apprêtes à plonger dans l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis les entrailles du volcan. Le lac est rempli de métaux. Quand les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, je veux dire cet acide. Mieux vaut retourner au village le plus proche, se reposer et revenir la nuit quand il fera plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus, on voit des petits nuages lumineux qui éclatent. Les gaz sulfureux sortent du lac, se mélangent à l'air et deviennent bleu vif. Mais ne t'approche pas trop. Dans les airs, sous terre, dans les volcans, dans les lacs, il est temps de prendre la mer. Tu montes sur un yacht et tu prends le large. Peu importe où, car le prochain phénomène peut se produire partout dans le monde. La mer est calme, il n'y a pas de vent, tout est paisible. Attends, qu'est-ce que c'est ? Tu entends un bruit fort, très fort. 2 secondes plus tard, une vague gigantesque s'élève de nulle part et frappe ton bateau. Ce dernier parvient à rester à flot et l'énorme vague disparaît. Tu viens de survivre à une vague scélérate. Certains scientifiques pensent qu'elles se produisent quand un courant de surface se heurte à un puissant vent de face. D'autres disent qu'elles se produisent quand des courants chauds se heurtent à des courants froids. Une autre théorie est celle de l'association de petites vagues qui finissent par en former une monstrueuse. Dans certaines conditions, les vagues auraient une sorte de super pouvoir. Parmi toutes les vagues d'une zone, il y en a une qui aspire l'énergie de toutes les autres. Et quand elle est pleine, elle relâche tout. Ce pourrait être la raison pour laquelle cette vague est si forte et ne dure qu'un instant. Et qu'en est-il des nuages effrayants ? Il s'agit d'énormes nuages d'orage, des murs gris et noirs bloquant le soleil, la lune et les étoiles. D'abord, tu te détends dans ton jardin, puis tu vois des nuages d'orage. Puis vient l'orage, la grêle, des inondations et même des tornades. Ils sont faciles à repérer par leur aspect épais, lourd et sombre. Ils peuvent même s'illuminer de l'intérieur en raison des éclairs. C'est un nuage flippant. Mais avant de t'enfuir, voyons comment il se forme.
Les nuages sont comme des montagnes russes. Imagine que tu sois une petite goutte d'eau, que tu te trouves avec tes amis dans l'océan et que tu fasses la queue pour le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir. Ton tour arrive, tu t'attaches, rien ne se passe. Puis tu commences à monter. Tu vois tous tes amis gouttelettes en bas. Ils sont tout petits. Tu continues à monter en attendant le grand saut. Mais rien ne se passe. Puis tu es si haut que tu te retrouves dans les nuages. Ce n'est pas si effrayant. Il y a plein d'autres de tes amis ici. C'est plutôt sympa. Il commence à faire froid. Tu regardes autour de toi. Tout le monde se transforme en beaux cristaux de glace. C'est si joli. Le nuage se remplit. Vous êtes un peu à l'étroit avec toutes ces autres gouttelettes d'eau. Enfin, quel agréable petit... Ah! L'attraction se remet en marche et tu te mets à tomber en chute libre. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Des milliers de gouttes retombent sur terre. Certaines s'accrochent à la rampe, d'autres rient et lèvent les bras en l'air. Wouhou! Et splash! Effrayant! Pourtant, je préfère le manège de la foudre. C'est celui où tu joues des autotamponneuses très haut dans les nuages. Plus tu percutes de gouttes d'eau, plus tu crées d'éclairs. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare, parfois surnommé orage sale, lorsque la foudre se produit au-dessus d'un volcan. On peut l'observer au Japon. Un volcan entre en éruption presque tous les jours en crachant des panaches noires. Des nuages de volcans super effrayants, avec des éclairs en prime. Wouhou! Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage, quand des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Dans un orage sale, ce sont des cendres qui s'entrechoquent, créant une friction qui provoque les éclairs. Bon, terminons ce voyage avec quelque chose de plus calme et de plus joli. Tu es dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, l'un des endroits les plus secs de la planète. Mais ce désert a un secret. Tous les 3 à 5 ans, des fleurs surgissent de nulle part. Le phénomène est si connu qu'on l'appelle aussi le désert fleuri. Des graines reposent dans le sol attendant juste un peu d'eau. Lorsqu'il pleut sur ce désert, environ 200 types de fleurs se mettent à germer. Les sables jaunes de l'Atacama deviennent alors violets, blancs, verts et roses. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie.
Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler.
Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement.